Bonjour à tous, merci, d'avoir répondu présent à cette proposition pour une, 1 matinale, qu'on voulait organiser sur ce format court, qui évite de vous prendre trop de temps dans votre journée de travail. Ce matin, on a la chance d'avoir l'ADEME qui vient nous présenter les aides, ENR thermiques. Je laisserai David et Thierry se présenter ensuite. En quelques mots, moi je suis Mickaël Lajeunesse, je suis le directeur d'Envirobat Centre. Envirobat Centre, comme vous le savez tous, on est un centre de ressources sur toutes les questions de bâtiments durables. Donc on est à votre service sur tous les sujets autour du bâtiment durable. Quelques règles pour ce matin. Je vous demanderai sur la première partie pour la présentation, par l'ADEME de couper vos micros et vos caméras. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre par écrit, soit sur la discussion, soit il y a un onglet, questions et réponses, peu importe. Je les relayerai moi, à nos interlocuteurs de l'ADEME. Et puis après, on aura un temps d'échange où, pour que ça reste fluide, je vous demanderai de lever la main pour prendre la parole. Ça évitera que ce soit le bazar. Voilà. Et ben, je vais donc laisser la place à Thierry et David pour leur présentation. Merci. Normalement, vous avez la main pour. Donc moi, Thierry Maras, de la Nutran, j'ai en charge trois départements, le 28, le 37 et le 41. Et j'interviens principalement pour les collectivités locales, sur la partie bâtiment et la partie ENR. Bonjour à tous, donc David Magnier, donc l'interlocuteur aussi sur les départements 18, 36 et 45, collectivités ou entreprises, mais plus particulièrement sur le Loiret, mais pas que, et également donc, sur la thématique des énergies renouvelables thermiques principalement. On va vous présenter les modalités d'aide ADEME à la chaleur renouvelable. Normalement, la présentation va s'afficher. OK. Heureusement que ça marche tout à l'heure. Heureusement que ça marchait quand on a fait le test. Hop, ça rien. Est-ce que vous avez la présentation? C'est pas vrai. C'est un gag. Voilà. Parfait. Pas ouf. Voilà. Alors, pour débuter, en fin de compte, notre message à l'ADEME demeure toujours le même, à savoir que lorsqu'on parle d'énergie, avant de penser énergie renouvelable, il faut d'abord penser sobriété et efficacité. Hein. On s'inscrit toujours dans cette démarche-là, notamment pour le chauffage du bâtiment ou même dans l'industrie. Les besoins de chaleur qui peuvent être satisfaits par une chaleur renouvelable, par une énergie renouvelable, doivent être les besoins résiduels lorsqu'on a fait d'abord un travail de sobriété et d'efficacité. Donc, sur notre site Agir pour la transition, vous avez ici les deux liens dédiés au sujet de la sobriété pour les collectivités et les entreprises. Concernant le sujet de la chaleur renouvelable, avant de vous passer en revue les filières qui sont soutenues, vous connaissez peut-être déjà, donc on voulait préciser qu'en amont des investissements, parce qu'on ne fait pas qu'apporter des subventions aux investissements, en amont des investissements, les potentiels maîtres d'ouvrage peuvent être accompagnés de différentes manières. D'abord, des préétudes, des préfaisabilités gratuites peuvent être faites par les animateurs énergie renouvelable qu'on a sur la plupart des territoires. Donc la couverture n'est pas encore intégrale du territoire régional, mais la plupart des endroits, on a des animateurs ENR. On reviendra dessus en fin de présentation. Une fois que le maître d'ouvrage
décide d'y aller parce qu'il a eu les premiers éléments qui lui montrent que c'est concluant, a priori c'est faisable sur son projet, on intervient en financement des études de faisabilité. Donc c'est là que des bureaux d'études indépendants interviennent pour apporter vraiment les éléments technico-économiques précis d'une étude de faisabilité. Donc, bien sûr, ces études doivent être faites en respectant une méthodologie, des cahiers des charges, et puis les bureaux d'études, pour que nous puissions aussi financer ces études, doivent avoir des qualifications équivalentes au PQBI dans les domaines concernés, géothermie, surface sous-sol, bois énergie, solaire, etc. Bon, là, c'est assez simple. Notre taux de subvention, il est de 60% pour tout le monde, excepté pour les grandes entreprises où le taux de soutien est de 50%. Thierry, est-ce que tu vas indiquer les filières? Donc, on intervient effectivement sur toutes les filières ENR, donc du bois énergie, principalement plaquettes, géothermie, donc géothermie de GMI de moyenne importance. On n'a pas encore aujourd'hui de géothermie de grande profondeur. Il y a eu quelques études qui ont été faites, mais qui n'ont pas encore abouti sur des travaux. Solaire thermique, donc c'est principalement 0 m² par an, sauf des grosses installations qui ont été financées, dont une en 2020 qui faisait 15 000 m². Depuis, on a dû financer 4 m² chez un agriculteur, et puis ça doit être tout, je crois. Donc c'est du potentiel. Il y a un gros potentiel, mais on n'a pas de demande. Réseau de chaleur, bon, classique, hein, un petit réseau de chaleur de 50 mètres jusqu'à des réseaux qui font plusieurs kilomètres. Et puis récupération chaleur fatale, là, je ne suis pas très calé là-dessus, c'est plutôt David, Gilles, chez nous qui sont... Ouais, donc la chaleur fatale, hein, c'est la chaleur qu'on récupère fatalement dans un process industriel ou dans un incinérateur d'ordures ménagères ou alors à la sortie d'une station d'épuration. Enfin, partout, il y a des calories à aller chercher parce qu'elles ne sont pas utilisées par un process ou alors rejetées sans usage. Donc, il s'agit de les capter et aller les distribuer. Bien sûr, vous aurez les présentations qui vous seront diffusées et donc il y a des liens différents endroits. Là, j'ai remis tout en bas une adresse cliquable où vous retrouverez toutes les infos concernant le fonds chaleur, parce que c'est avec le fonds chaleur de l'ADEME, qui a été créé en 2009, que nous finançons à la fois les études et puis les investissements. Bon, les filières bois énergie, donc comme Thierry l'a dit, on est très majoritairement, pas exclusivement, mais très majoritairement sur des chaufferies automatiques alimentées par de la plaquette, plaquette forestière, plaquette bocagère, donc issue de l'entretien de la forêt ou des haies, donc avec des chaudières à alimentation automatique. Bon, ce qui est connu, hein, c'est que le bois sous cette forme-là, sous forme de plaquette, a une stabilité de son prix dans le temps. On l'a bien vu là cette dernière année. Alors la plaquette, il y a deux filières, hein, et on va dire il y a une filière humide entre guillemets, qui est celle qui alimente les grosses chaufferies urbaines ou les gros sites industriels avec du bois qui se retrouve dans la chaudière alors qu'il quelques jours auparavant il était encore en forêt, donc avec des taux d'humidité qui peuvent être de 40-50%. Donc ça c'est une filière. Et puis toutes les petites et moyennes chaufferies qui sont déployées partout sur le territoire vont être sur une filière sèche qui aura séché naturellement pendant plusieurs mois avec une hygrométrie maximum à 20-25%. Donc ce sont deux filières avec des coûts aussi qui sont différents. Et donc sur ces deux filières, on a quand même constaté, en tout cas sur la filière sèche, une stabilité des prix ces derniers mois. Donc on est sur du circuit court et puis d'économie locale, bien sûr. Bien sûr, une chaufferie bois va occuper un peu plus de place qu'une chaudière gaz, ça c'est sûr. Ça demande un peu plus de foncier, mais ça se gère. Dans le neuf ou dans l'existant. Dans l'existant, des fois, on peut récupérer des locaux, faire des extensions. Et les coûts de génie civil liés au stockage de la plaquette ou modification, création de la chaufferie rentrent bien sûr dans les dépenses éligibles pour nos aides.
Quand on parle de circuit court, parfois c'est 10 km entre le producteur et l'utilisateur. C'est pareil, on a eu une densité de plateformes de livraison, notamment pour ces plaquettes sèches qui augmente, avec des départements qui sont plus ou moins bien dotés. Bon, le mieux doté aujourd'hui, c'est le 41, où il y a le réseau le plus dense de fournisseurs. Mais où qu'on soit sur la région, il y a une solution de fourniture en plaquettes. La géothermie, est-ce que vous voulez dire un mot, Thierry? Bon, la géothermie, il y a principalement deux grandes solutions. Une géothermie sur nappe, où là on va chercher les calories dans le sous-sol à partir d'une nappe phréatique. La deuxième solution, c'est les sondes. Donc là, on va chercher les calories dans le sol avec une profondeur variable qui va entre 50 mètres et 200 mètres de longueur de sonde. Donc ça, c'est pour des projets qui sont principalement bien rénovés, où les besoins ont été divisés par 2, voire par 3, où on peut mettre des sondes assez facilement parce qu'on a réduit le besoin. Sur toute la région, les sondes sont applicables. Sur la partie géothermie sur nappe, on a parfois quelques difficultés dans le 37 à réinjecter l'eau. Sur les autres départements, je n'ai pas entendu qu'il y avait tant de problèmes. Mais on peut s'affranchir des problèmes d'eau justement avec les sondes. Et il faut bien travailler sur le bâtiment. Il y a une petite filière qui est en train de se développer, c'est la géothermie sur Corbeil. Alors là, c'est pour vraiment les tout petits projets qui font 10 kW, qui sont vraiment indépendants et qui n'ont pas besoin d'être accordés à un petit réseau de chaleur. Voilà, ça, c'est ce qu'on trouve principalement. La géothermie a carrément explosé sur les 2 dernières années. On est passé d'une trentaine d'études à plus de 100 études. Donc, il y a un marché énorme sur la géothermie. Les travaux vont suivre. Ça, c'est pas un problème. On vous expliquera ça tout à l'heure avec les cotes. Voilà sur la géothermie. Bon, le solaire thermique, pour des usages... alors, ce qui est délicat avec le solaire thermique, c'est qu'il faut vraiment avoir des besoins qui soient constants sur toute l'année pour vraiment dimensionner correctement l'installation et s'assurer que toutes les calories qui seront captées seront effectivement utilisées, on va dire, dans les 24-48 heures. Parce que sinon, si on n'a pas un profil de puisage qui est maîtrisé, qui est connu, c'est délicat de rentabiliser ce type d'installation. Il y a un stockage qui est bien sûr toujours nécessaire et il y a toujours une énergie de complément, une énergie d'appoint. Parce que certains moments de l'année, on ne pourra pas satisfaire le besoin. Donc en solaire thermique, il ne s'agit pas de mettre énormément de surface, mais il faut mettre la surface juste nécessaire qui permet d'assurer une production dont on est certain qu'on va intégralement la consommer. Sinon, c'est vraiment pas rentable. Donc ça, c'est essentiellement pour des usages d'eau chaude sanitaire en distribution commune pour des logements. Ça, c'est vraiment intéressant. Pour des équipements sportifs qui ont des puisages en eau chaude tous les jours, donc pas la peine d'en mettre sur un gymnase municipal qui est utilisé mardi matin par les maternelles pour faire de la gym. Il n'y aura pas de puisage. C'est intéressant pour des équipements tels que des piscines, bien sûr. Donc, c'est la solution qui, en coût de fonctionnement, est la moins chère. Mais encore faut-il bien s'assurer qu'elle fonctionne correctement. Alors, l'idée des réseaux de chaleur, c'est de mutualiser les coûts, les équipements, parce que avoir une chaufferie centrale qui va alimenter plusieurs bâtiments d'une rue, d'un quartier ou d'une ville, ça sera globalement, en termes d'investissement et de coûts de fonctionnement, beaucoup plus intéressant qu'avoir X chaufferies dédiées. Le réseau de chaleur, c'est le meilleur vecteur pour distribuer de la chaleur renouvelable en quantité.
Alors, bon, aujourd'hui, hein, la quasi-totalité des réseaux de chaleur qu'on soutient ou qu'on a soutenus sont alimentés majoritairement par du bois énergie. Il y en a quelques-uns, petits, réseau technique, réseau de chaleur, entre les deux, qui sont alimentés par de la géothermie assistée par pompe à chaleur. Et puis certains réseaux qui mixent plusieurs énergies et qui peuvent aussi valoriser de la chaleur fatale, donc c'est-à-dire notamment raccorder à des usines d'incinération d'ordures ménagères où il y a de la chaleur à capter. Donc le réseau de chaleur, comme Thierry disait tout au début, hein, ça peut être quelques dizaines de mètres comme plusieurs dizaines de kilomètres de long, un réseau de chaleur. Et les déperditions sont marginales par rapport à la quantité de chaleur qui est desservie. La chaleur fatale, donc c'est vraiment la chaleur résiduelle qui est issue d'un procédé et qui n'est pas utilisé par celui-ci. Donc là, ce qui est symbolisé par le graphique, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais c'est que sur la chaleur fatale, il y a une partie qui peut être récupérée et qui permet d'augmenter l'efficacité d'un équipement par lui-même. Donc, on voit ça souvent dans des process industriels. Typiquement, si une action, un investissement permet d'améliorer la profitabilité d'un équipement industriel, on n'apportera pas d'aide. Par contre, si un équipement permet de capter de la chaleur d'un process industriel pour la valoriser sur ce site ou la valoriser sur le même site industriel ou à l'extérieur, là oui, on peut aider. Bon, là, on a juste mentionné les différentes formes, entre guillemets, de rejet sous lesquelles on peut trouver de la chaleur, soit rejet liquide, gazeux ou des choses un peu plus diffuses, et puis les niveaux de température concernés par les différents effluents. Et puis technologie de captage de certaines de ces calories. Les aides qu'on apporte à la récupération de chaleur fatale incluent également les équipements qui pourraient être nécessaires pour relever le niveau de température. Par exemple, si vous récupérez en sortie de station d'épuration de l'eau avec à 18 degrés, et que vous avez un besoin sur des bâtiments à côté plutôt à 45, 50, vous allez mettre en œuvre une pompe à chaleur. La pompe à chaleur, elle est éligible à l'aide de chaleur fatale. Alors, on va en venir au financement du fonds chaleur. Donc, ce qui vous est mentionné là, c'est quelques éléments du cadre général des aides du fonds chaleur, hein, donc, qui est un fonds national. On verra par la suite qu'on va pouvoir s'affranchir de certaines règles dans notre territoire. Ce qu'il faut retenir sur le fonds chaleur, parce que autour de l'écran, là, il y a des bureaux d'études qui interviennent dans notre région, sans doute, et puis aussi dans des régions limitrophes. Donc, d'une région à l'autre, les directions régionales de l'ADEME peuvent avoir des dispositifs un petit peu différents. Donc, le cadre général, c'est que les filières qu'on vous a présentées, on les aide généralement de manière forfaitaire. C'est-à-dire qu'on va apporter une aide en euros en fonction du nombre de mégawattheures que cette solution permet de valoriser. Avec des seuils, c'est-à-dire que le bois énergie, on ne pourra aider que les chaudières qui permettent de valoriser à minima 1200 mégawattheures par an. La géothermie, on va être sur des valorisations d'à minima, en fonction des filières, 25 mégawattheures par an. Donc voilà, c'est en fonction de la filière, de la techno, le seuil peut être différent. Dans d'autres cas, notamment pour le sujet de la chaleur fatale, on applique un taux d'aide, voilà, qui va être fonction de la taille de l'entreprise. Petite, moyenne, grande entreprise, on aura des taux bonifiés ou pas. Et puis sur des projets qu'on va qualifier vraiment importants, donc là c'est vraiment réseau de chaleur urbain avec des investissements de plusieurs millions ou dizaines de millions d'euros. Là on procède par une analyse économique. Le calcul de l'aide, il va être déterminé, enfin le niveau d'aide, il va être déterminé par analyse économique, en se comparant par rapport à une solution fossile, une solution de référence qui serait l'utilisation d'une énergie fossile. Donc ça c'est, voilà, comment on détermine l'aide.
Ensuite, avec le fonds chaleur, il y a, en fonction des filières, hein, géothermie, bois, solaire, il va y avoir des critères techniques à respecter. Par exemple, sur le réseau de chaleur, on va demander une densité énergétique du réseau. C'est-à-dire que le réseau qu'on soutient, déjà, il devrait être très majoritairement alimenté par une ENR. On ne va pas financer un réseau de chaleur qui est alimenté par une chaufferie énergie fossile. Donc, c'est 65-70% maintenant, le taux d'ENR. Donc ça, c'est le taux d'ENR dans le réseau, mais il y a aussi la densité. C'est-à-dire qu'il faut que ce réseau véhicule une certaine quantité de chaleur par mètre de réseau par an. Donc, densité, c'est-à-dire qu'un réseau de chaleur, c'est pertinent quand sur le bout de terrain, le bout de territoire, le quartier, la ville concernée, il y a une quantité de chaleur à délivrer qui est suffisamment importante. On a aussi des exigences sur les rendements des différents équipements, que ce soit les rendements des pompes à chaleur, leur COP, les rendements des chaudières biomasse, les émissions de poussière, et aussi parfois, en fonction des équipements, les intervenants devront avoir certaines qualifications. Donc, notamment en géothermie, on ne pourra soutenir que des projets pour lesquels les foreurs qui vont intervenir pour faire le doublé sur nappe ou les sondes ont les qualifications qualité ENR qui vont bien. Les critères techniques, c'est ce que j'ai dit tout au début de la présentation, c'est que notre philosophie reste de mettre des énergies renouvelables uniquement lorsqu'on a d'abord travaillé sur la sobriété et l'efficacité, donc on est sur des bâtiments ou des process qui ont une performance énergétique déjà de base ou qui a été améliorée, ou alors on est dans une démarche planifiée et qui correspond à un engagement du maître d'ouvrage d'améliorer, de réduire ses consommations d'énergie avant la mise en œuvre de l'énergie renouvelable. Et l'énergie renouvelable mise en place, elle est bien dimensionnée par rapport aux futurs besoins résultant de la démarche d'économie d'énergie. Quelles que soient les filières, d'une manière ou d'une autre, il y aura toujours une partie de notre subvention qui sera conditionnée à la présentation de résultats, à la présentation de comptage. Parce que voilà, on n'aide pas des équipements, on aide de l'énergie renouvelable. On veut des résultats sur la quantité d'énergie renouvelable qui sera valorisée. À la fin de l'année, on ne compte pas les euros qu'on a dépensés. À la fin de l'année, nous, on compte les mégawattheures, gigawattheures qui sont valorisés grâce aux installations qu'on a financées. Et puis, dernier point, mais là, ça peut vite être compliqué. Dans certains cas, il y a possibilité pour le bénéficiaire de cumuler l'aide fonds chaleur avec les certificats d'économie d'énergie. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que le fonds chaleur, il est tout à fait cumulable avec d'autres aides, notamment pour les collectivités DETR, DECIL et autres aides d'État, pour les collectivités et les entreprises, cumulables avec des subventions FEDER. Ça reste valable pour toutes les filières. Alors là, j'ai une petite vidéo, je ne sais pas si je vais vous la passer parce que de toute façon, vous aurez le lien, mais c'est une des particularités de notre région. Ce sont les contrats d'objectifs territoriaux de développement des ENR. Alors, dans la slide précédente, on parlait de seuil pour pouvoir avoir accès aux aides du fonds chaleur. Seuil à des niveaux différents et différents en fonction de la nature de la filière concernée. Et ben, grâce à ce dispositif cote ENR, on s'affranchit de ces seuils et donc dès le premier mégawattheure, dès le premier kilowattheure, on peut aider grâce au fonds chaleur. Alors qu'est-ce que c'est que le cote ENR? Ça repose sur 3 éléments. Premier élément, c'est un engagement de ce qu'on appelle un opérateur territorial, on va dire d'un territoire. Donc, le territoire, ça peut être un bout de département, ça peut être plusieurs PETR, syndicats de pays, agglomérations qui s'assemblent. C'est un bassin de vie, on va dire, suffisamment grand pour pouvoir faire émerger des projets, parce que le contrat, c'est une signature entre l'ADEME, le conseil régional et ce territoire. Et donc,
le territoire s'engage à faire émerger un certain nombre de projets sur son territoire sur une durée de 3 ans, et ces projets vont permettre une certaine production d'énergie renouvelable. Et la région et l'ADEME, en face, s'engagent à apporter des financements à ces projets. Donc ça, premier contrat, le point 1, voilà, signé entre les 3 participants. Deuxième point, pour une durée de 3 ans, ouais, voilà. Deuxième point, l'ADEME, elle apporte directement des financements aux territoires qui s'engagent. Donc, c'est des aides, pareil, qui sont forfaitaires en fonction de la population du territoire concerné. Et donc, cette aide-là permet au territoire de faire soit de la communication pour inciter les maîtres d'ouvrage à lancer des projets, à former des professionnels qui seraient sur le territoire pour mettre en œuvre des installations. Enfin, ils font ce qu'ils veulent de cet argent, il faut que ça contribue à faire émerger des projets. Et troisième point, chaque projet qui sort sur ce territoire, maîtrise d'ouvrage publique ou privée. Donc quand on dit privé, c'est tout le monde sauf les particuliers, mais ça concerne donc les collectivités, les entreprises, les associations, les bailleurs, les syndics de copropriété, voilà. Tout ce qui est un SIRET, pour faire simple. Donc ADEME et région, nous on s'engage individuellement à aider tous les projets qui sortent sur le territoire. Donc c'est ça le code. Un territoire qui s'engage, un financement que l'ADEME apporte pour que le territoire puisse faire émerger des projets, et ensuite l'ADEME et la région qui s'engagent à financer tous les projets. Et la principale condition, c'est que ces projets répondent aux critères techniques du fonds chaleur. Thierry, si tu veux commenter. Donc là, on a une carte de la région centre qui montre tous les codes qui ont été signés avec ces territoires. Donc, il n'y a plus que quelques taches blanches. On doit couvrir aujourd'hui 85% de la population à peu près. Donc, ce qui est intéressant, sur une quinzaine de codes qui sont portés par les Comcom, comme le disait David, donc par des pays ou par des syndicats d'énergie. Quand on a commencé, on avait des codes de première génération qui étaient peu ambitieux, on va dire, et qui ont été réalisés assez facilement. Maintenant, on a des codes de deuxième génération où on apporte des financements pour l'animation qui est beaucoup plus important. Et donc, en contrepartie, si on peut dire, on demande plus de mégawattheures ENR produits et plus de projets. Tout ça pour aider toutes les installations à hauteur de 45% de l'investissement. Donc la salade interne ADEME région, ça ne concerne que nous. Et donc les subventions portent sur l'investissement à hauteur de 45%. Pour une géothermie, par exemple, on va financer les 2 forages ou les 10 fonds qui sont créés, des tuyaux qui permettent de ramener toute cette énergie à la chaufferie, le bâtiment chaufferie, la pompe à chaleur, le ballon de stockage, et on s'arrête là. C'est plus la régulation, mais pour le géotherme. Voilà. Donc, l'idée avec le dispositif, c'était de rendre accessibles les aides également aux petits projets, les aides du fonds chaleur, qu'on ne pouvait pas mobiliser à cause de ces histoires de seuil. Et puis c'est aussi d'avoir une lisibilité dans le niveau d'accompagnement financier. Donc là, c'est simple, quel que soit le porteur, quelle que soit la filière, c'est 45% de l'investissement. Partout où on n'est pas en zone blanche. Voilà. Et là, il a rappelé que les études amont sont aidées à 60%. Et ce qui est intéressant pour un territoire, c'est qu'on est tous engagés sur une durée de 3 ans, renouvelable une fois. C'est-à-dire qu'on peut considérer que sur 6 ans, il y a matière à produire des projets et laisser le temps au maître d'ouvrage de réfléchir, de bien constituer son dossier, d'avoir un projet qui tient la route. On n'est pas dans le court terme, on est vraiment sur le long terme et ça fonctionne relativement bien sur les territoires qui ont commencé dès 2017. Ils finissent bientôt leur 2e cote. Je pense qu'on y a un 3e. Ah oui, on peut aller renouveler. Donc là, on sait clairement que sur les 3 ans qui viennent, puisque l'engagement c'est à minima 10 installations par territoire, on sait que dans les 3 ans qui viennent, sur ces territoires-là, au global, il y a 150 installations au moins qui vont sortir de terre.
pour rentrer dans le détail, parce qu'on n'a pas voulu vous assommer d'informations, on a un site qui s'appelle donc agirpourlatransition.adem.fr. Donc là, vous allez retrouver une entrée entreprise-collectivité et derrière des informations spécifiques à nos différentes cibles. Et puis surtout, vous allez pouvoir trouver tous les dispositifs d'aide, bois, géothermie, réseau de chaleur, etc., avec ce qu'on appelle les conditions d'éligibilité et de financement, un document qui mentionne bien tous les critères, toutes les conditions d'aide pour les projets. Donc ça, c'est sur l'investissement. Et puis vous retrouvez aussi, grâce aux différents filtres, les cahiers des charges relatifs aux études de faisabilité qu'on peut financer, donc la méthode qu'on disait tout à l'heure. Bon, on vous a mis là, on en profite, c'est des vidéos qui ont été produites ces dernières années, notamment pour célébrer les 10 ans du Fonds Chaleur en 2019. Donc c'est quelques-uns des projets par filière qu'on a pu soutenir en Centre Val-de-Loire. Ces petites vidéos que vous pourrez consulter sur les territoires à la fois qui sont engagés dans des contrats ENR et d'autres pas. Et là, nous avons mentionné nos coordonnées et on est à votre disposition pour toutes les questions. Je crois qu'on a tenu le délai des 30 minutes. Super. Bravo. Merci David, merci Thierry. Maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment pour préciser des choses ou voilà, n'hésitez pas. En attendant les premières questions, tout à l'heure vous en parliez, il y a une animation multi-UNR sur le territoire de la région et ce sera l'objet de la prochaine matinale le 16 mai prochain sur le même format. Qui sera donc présenté par Olivier Silberberg de Fibois, Xavier Mock de la FPG. L'idée, c'est qu'on puisse vous présenter un peu l'éventail de tout ce qui se passe sur la région autour de ces sujets-là, des aides. Alors là, on est sur les ENR, on parlera aussi sur d'autres matinales de bâtiments, d'aide aux bâtiments, etc. Voilà. L'animation régionale ENR, c'est on va dire, c'est le collectif là qui rassemble les animateurs énergie renouvelable qui sont dans les territoires et qui sont là pour faire les préfaisabilités gratuites pour les maîtres d'ouvrage. Avec aujourd'hui donc une couverture de la région qui est pas complète, mais qu'on cherche à améliorer, à augmenter. Et sur les territoires, donc ADM Région, donc on a signé avec un partenaire sur le territoire. Et généralement, au sein de cette structure, PETR, pays, métropole, etc., il y a un interlocuteur, ce qu'on appelle un animateur code ENR, un animateur du contrat, qui peut aussi être le point d'entrée pour les maîtres d'ouvrage et qui permet de très tôt donner les premiers renseignements et orienter les potentiels maîtres d'ouvrage vers les bons interlocuteurs. Donc parfois, c'est l'orienter vers l'animateur ENR du territoire concerné, ou alors directement vers nous, ADEME, voilà, qui sert un peu d'aiguillage. Et il faut impérativement les contacter parce que c'est vraiment eux qui animent le truc et c'est bien qu'ils soient toujours mis au courant de chaque projet, même s'il n'aboutit pas tout de suite. C'est toujours bien qu'ils soient mis dans la première boucle. Il y a une question de Mélanie Berruet. Est-ce une enveloppe annuelle pour les fonds chaleur? N'hésitez pas à lever la main pour intervenir directement si vous voulez. Pas forcément obligé de passer par le chat. Alors, le fonds chaleur, il y a effectivement une enveloppe annuelle nationale de plusieurs centaines de millions d'euros qui a évolué ces dernières années. Mais au niveau régional, je dirais, on n'a pas de contraintes budgétaires. Chaque année, jusqu'à présent, on a toujours pu accompagner les projets qui nous étaient présentés. Si éventuellement il y avait une contrainte budgétaire une année donnée, à partir du moment où le projet est éligible, on pourra apporter les financements dès l'ouverture du budget de l'année suivante. Mais jusqu'à présent, on n'a jamais eu ce souci-là sur les projets qu'on accompagne. Quand on reçoit une demande, ce qu'on regarde aussi,
et c'est aussi le travail de ceux qui accompagnent les projets sur le territoire, c'est essayer de trouver aussi d'autres sources de financement. Et ce 45% d'aide à l'investissement, généralement, il est dépassé parce que on incite aussi à aller consommer des fonds européens FEDER qui sont disponibles en région, et où il y a plusieurs millions d'euros aussi qui sont disponibles. Et donc, tout ça fait que les différents partenaires, ADEME, régions, fonds européens, on mutualise et on optimise la consommation pour aider tous les projets qui sont présentés. Donc, il ne faut vraiment pas se freiner pour des questions budgétaires. Et c'est pas rare de voir des projets qui soient financés à 60, 70, voire 80%. Pour les collectivités, ouais. Pour les collectivités. D'autres questions? Pas hésiter, c'est le moment. Hein. Oui. Je vois pas forcément s'il y a beaucoup de bureaux d'études, mais en tout cas, nous, le message ADEME qu'on veut faire passer, c'est que on a besoin de bureaux d'études qualifiés, compétents sur les sujets énergie renouvelable thermique. Enfin, nous, on a besoin. C'est surtout les maîtres d'ouvrage qui ont besoin, parce que c'est vraiment très, très accentué là ces 2 dernières années. Nombre de demandes, de souhaits de sortir des projets qui augmentent, mais aussi les maîtres d'ouvrage qui ont des difficultés à trouver ou dans des délais raisonnables des bureaux d'études en capacité de les accompagner pour sortir ces projets. Donc il y a vraiment un marché, une dynamique qui est lancée, qui a été accélérée grâce au dispositif Cote ENR sur notre territoire. Donc nous on dirait au bureau d'études, allez-y. Hein. Alors, il y a un marché quand même qui est énorme. Oui. Si on veut sortir 150 projets sur les 3 ans, ça veut dire qu'il faut faire 200, 250 études pour aboutir à des travaux. Quoi. Donc, le marché, il est là. Il n'y a pas assez de bureaux d'études qualifiés aujourd'hui, ce qui fait que les délais sont passés de quelques semaines à quelques mois, on peut dire, pour avoir une faisabilité biomasse, par exemple. Il y a une question sur où on peut trouver la liste des BE qualifiés. Alors, je vais y répondre directement. En fait, les BE qualifiés, ils sont qualifiés par l'OPQIBI et vous allez trouver directement sur le site de l'OPQIBI la liste des BE qualifiés RGE, ENR, que ce soit bois ou géothermie. Donc, c'est là-dessus que vous aurez l'information la plus à jour et la plus fiable disponible. Et je rebondis sur le besoin de qualification des bureaux d'études. Envirobat anime une action collective avec des bureaux d'études thermiques, fluides, énergie en région qui s'appelle BETH Centre. Et on constate que ceux qui sont qualifiés, les peu nombreux qui sont qualifiés aujourd'hui, ils croulent sous les demandes et ils ne sont pas en capacité de répondre dans un délai, je vais dire, qui est raisonnable. Et pour certains, ils disent régulièrement non à des demandes de maître d'ouvrage pour des études de faisabilité. Parce que leur délai, c'est 6, 8, 10 mois pour la réalisation de l'étude, donc ça ne tient pas. Donc effectivement, ça c'est un travail qu'on mène avec les bureaux d'études pour que l'offre d'ingénierie soit plus importante en termes de nombre de prestataires. D'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres questions, quoi qu'il en soit, il y aura un replay de cette petite visio qui sera disponible. Alors, faut-il que l'entreprise qui réalise les TX, les taux, soit RGE, les travaux, pardon, soit RGE, oui. Alors, typiquement, sur la géothermie, le foreur doit être qualifié RGE, qualiforage, sonde ou nappe, ça dépend de la technologie mise en œuvre, parce qu'il y a des qualifications différentes. Sur le solaire thermique, il faut qu'il soit qualifié RGE solaire collectif. Sur le bois énergie, on ne demande pas à ce que l'installateur ait une qualification particulière. Généralement, sur les projets bois énergie, la maîtrise d'œuvre va avoir des qualifications dans le domaine concerné, sur la géothermie ici.
Donc les travaux, je dirais, à part le forage, où ça c'est bien identifié dans nos conditions, et puis sur le solaire thermique, on n'a pas d'exigence. Mais par contre, oui, on recommande, en géothermie, par exemple, on recommande que l'installateur de la PAC il ait une qualif Qualipac, mais c'est une recommandation. Si sur le projet il y a une maîtrise d'œuvre qualifiée, ça fait office de. Puis ça dépend de la taille du projet. Ouais. Si on a un projet à 300 kg en PAC, de toute façon, ce n'est pas l'installateur du coin qui fera le truc. Maintenant, si on a un projet de 15 kg sur Corbeil, bon, voilà, on peut assouplir un peu le dispositif. Merci. D'autres questions? Pour une production de chaleur via une chaudière à bûche, plus des panneaux solaires, pour un projet de rénové de 300 m² et qu'au lieu de la filerie, les aides sont cumulables? Bûche, on n'accompagne pas. Hein. Donc si c'est une chaudière à plaquettes, oui. Mais bois bûche, on n'est pas sur de l'alimentation automatique. Ça, on n'accompagne pas. Par contre, sur la partie solaire thermique, oui. Mais il ne faut pas que ce soit un projet privé, hein, parce que ce soit un projet, enfin un privé, je veux dire, pas un particulier, hein, que ce soit une entreprise, un gîte, oui, là, oui, c'est possible. Bah, parfait, si c'est de l'écotourisme, en fonction du territoire concerné, prendre contact soit avec nous, si c'est sur le Loiret, prendre contact avec Fibois, mais de toute façon on vous orientera. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on a tenu nos délais, on termine avant 9h15. Merci David, merci Thierry pour votre présence et votre présentation. Je diffuserai effectivement vos présentations si vous pouvez me l'envoyer à tous les participants, Ouais. et puis ce sera disponible avec le replay de la visio. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à la prochaine matinale.